À la une de cette édition, les forces de défense et de sécurité en formation à Banfora, sous l'égide de l'ONASER, l'Office national de la sécurité routière. Policiers et gendarmes ont été outillés sur la réglementation nationale et communautaire en matière de sécurité et de contrôle routier. La situation sécuritaire à Djibo et son corollaire de désagrément, la ville toujours convoitée par les terroristes, résiste tant bien que mal. La vie suit son cours malgré l'insécurité. Notre reporter Rémi Lambert-Nébier est allé toucher du doigt cette réalité. Le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire renforcent leurs liens d'amitié et de partage en marge du 8e sommet du traité d'amitié et de coopération entre les deux pays. Des journées culturelles ivoiro-burkinabè vont se tenir à Ouagadougou. Le ministère en charge de la culture a annoncé les couleurs hier en conférence de presse. Bonsoir, soyez les bienvenus à cette session d'information. 2 jours pour renforcer leurs capacités en matière de sécurité routière. 44 gendarmes, 33 policiers nationaux et 23 policiers municipaux des Cascades et des Hauts-Bassins ont bénéficié de formations sur les rudiments de base juridique en matière de contrôle routier. Le point avec Soto Justin Dabiri. Le corridor Ouagadougou-Abidjan, long d'environ 900 km, constitue un facteur de développement économique pour le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Malheureusement, on observe sur ce corridor des accidents de plus en plus nombreux et graves. En 2016, sur la route nationale numéro 1, Ouagadougou-Bobo-Dioulasso, 179 accidents ont été occasionnés, tuant 77 personnes et 315 blessés graves. En 2017, on a noté 237 accidents qui ont fait 84 morts et 414 blessés graves. Pour réduire le nombre d'accidents de la route sur ce tronçon, le Burkina Faso, à travers l'ONASER, bénéficie d'un appui financier sur 4 ans de la Banque mondiale depuis 2018 pour la réalisation d'une série d'activités sur la sécurité routière le long de la section burkinabè du corridor. Un appui obtenu grâce au projet d'appui à la modernisation des secteurs des transports et à la facilitation du commerce par MOCEP FC. Cet atelier de Banfora au profit de 100 FDS des Cascades et des Hauts-Bassins vise le renforcement régulier des capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité à travers l'appropriation des rudiments de base juridique en matière de contrôle routier. Nous devrons indiquer que, comme objectif poursuivi à travers cette formation, c'est de permettre aux agents de se familiariser déjà au cadre institutionnel, national et communautaire donc de la sécurité routière, mais aussi de s'approprier, n'est-ce pas, des textes réglementaires en matière de sécurité routière et de contrôle routier. Enfin, il faut bien qu'il y ait une bonne interprétation des dispositions de ces textes. Cela permet de corriger les insuffisances constatées et de rendre irréprochables les agents de contrôle envers les usagers de la route, selon le directeur général du contrôle interne de l'ONASER. Au-delà de mettre fin définitivement aux tracasseries routières, cet atelier de formation va améliorer le travail des FDS sur les routes. C'est un processus. Et dit qu'immédiatement à l'issue de cet atelier, nous verrons les tracasseries qui seront arrêtées sur les différents tronçons. C'est peut-être oser trop dire. C'est pour dire, en tout cas, on essaie en tout cas d'apporter en tout cas notre contribution pour pouvoir améliorer le travail de ces agents-là sur le terrain. La revue de la législation sur le contrôle routier au Burkina Faso, l'état de la réglementation du Burkina sur les principaux facteurs de risque d'accident de la circulation indexés par l'OMS, les documents d'équipement de bord des véhicules et les aspects pratiques des contrôles routiers sont entre autres les modules qui ont été dispensés durant les 2 jours de formation aux 44 gendarmes, 33 policiers nationaux et 23 policiers municipaux participant à la formation. Mais avant ces communications, les participants ont d'abord fait connaissance avec l'Office national de sécurité routière, ONASER. Les FDS très éprouvés par l'insécurité grandissante au Burkina Faso, notamment les attaques terroristes à Djibo dans le Soum. Elles partagent leurs angoisses avec les populations, mais pas question de courber les chines, pas même la tentative de sabotage du pont stratégique reliant la ville à la capitale et aux autres localités n'a réussi à entacher la sérénité des uns et des autres. Djibo, une ville qui reste debout malgré tout, c'est un dossier signé Rémi Lambert-Nébier. Le Soum dans le Sahel burkinabè, l'une des premières provinces à subir les attaques terroristes jusqu'à son centre névralgique, Djibo. De 2016 jusqu'à nos jours, la ville de Djibo, le principal centre d'affaires de la province, a toujours résisté tant bien que mal aux velléités terroristes.
La dernière en date remonte au 18 juillet dernier. Des individus non identifiés ont tenté de détruire par dynamitage le pont communément appelé pont de Mentao, situé à une quinzaine de kilomètres de la ville sur la RN 22. Il y a eu visiblement plus de peur que de mal, l'infrastructure n'ayant subi que peu de dommages. Mais l'objectif de l'attaque était bien clair, enclaver cette ville qui semble être devenue une forteresse. Par ici, tous sont conscients du funeste projet des auteurs de l'attaque. Mais personne n'ose se prononcer sur le sujet. Même les autorités locales se désistent. On préfère en parler en off. Et pour les très rares intervenants qui osent se présenter devant la caméra, les mots sont soigneusement choisis. Si ce pont cède, ce n'est pas du tout bon. Vous voyez déjà ce qui est gâté, dû à ce que vous savez. Observez l'emplacement du pont. S'il cède, nous sommes coupés de Borzanga, de Kongoussi, de Ouaga, Banfora et de toutes les autres villes. Il faut qu'on prenne des précautions. C'est ici à Guibo que nous avons appris que le pont est gâté. En venant, je n'ai pas du tout remarqué, mais maintenant, je suis un peu inquiet. Craignez-vous qu'ils reviennent faire sauter le pont? Vous parlez de qui? En tout cas, c'est un fait nouveau et ça inquiète. Le terme terroriste est banni du langage. La psychose règne toujours au sein de la population, mais est loin d'entamer leur détermination. Ville commerciale, Guibo maintient ses échanges avec les localités voisines et lointaines. La ville abrite l'un des marchés à bétail jadis le plus important de la sous-région. Ces deux images prises en juin 2018 et juillet 2019, le jour du marché aux mêmes heures, illustrent le retour de l'affluence. Cependant, selon les chiffres obtenus à la mairie de la ville, l'activité économique n'a pas encore repris. Les recettes de janvier à juin 2019 comparées à celles de janvier à juin 2018 font ressortir un manque à gagner de plus de 4 millions de francs CFA. Les acheteurs de bétail ne sont pas encore de retour, nous confitons. Cependant, les témoignages s'accordent sur le fait que la ville se sent mieux protégée. L'achèvement des travaux de bitumage de la RN 22 bloquée à une 80aine de kilomètres de Guibo est perçu par la population comme l'autre défi à relever par l'État pour donner plus d'entrain à Guibo, la ville qui essaie de se maintenir debout. À Ouagadougou, le Haut Conseil du dialogue social poursuit ses activités institutionnelles. La première session ordinaire de l'année s'est tenue hier jeudi, dont Jean-Marc Palme et ses conseillers ont planché sur la relation entre syndicalisme et développement dans un contexte d'effervescence des mouvements syndicaux. John William Somda. Après une première année d'existence, surtout marquée par la recherche de CEMAC, le Haut Conseil pour le dialogue social, la HCDS, veut entamer la seconde avec le plein de certitudes possibles. C'est ainsi qu'il a tenu le 25 juillet dernier sa première session de l'année 2019. Placée sur le thème syndicalisme et développement, cette session a vu la participation des conseillers de l'institution et des différents acteurs et partenaires du dialogue social dans notre pays. À l'heure où il est question, non pas de monopole de la gestion, mais de co-gestion et de gestion participative, le HCDS voit au choix du thème une opportunité d'utiliser davantage les conseillers. Syndicalisme et développement, ça permet, avec les différentes communications que nous aurons, ça permet aux différents conseillers de savoir de quoi on parle, quels sont leurs droits et quels sont leurs devoirs. Parce que l'objet de tout ce que nous faisons, c'est contribuer au développement donc, de notre pays. Et, comme je l'ai dit, sans éducation, sans formation, tant qu'on ne sait pas de quoi on parle, il est difficile d'agir et d'aller dans le sens de ce qu'on veut, c'est-à-dire la défense du bien commun. Voilà le choix de ce thème. Au moment où le Front social s'est montré quelque peu bouillant, où le dialogue social au point mort entre le gouvernement et l'action syndicale, le HCDS se veut confiant. Pour son premier responsable, le dialogue n'est absolument pas coupé entre les deux parties. D'abord, je ne pense pas que le dialogue est rompu. Disons qu'il y a quelques petites incompréhensions qui vont trouver une solution. Ensuite, nous œuvrerons comme le pouvons donc pour recréer la confiance et ramener les deux partenaires à s'asseoir et à discuter. C'est ça notre rôle. À travers cette première session, le HCDS entend mettre l'accent sur les formes de coordination et de transparence dans la prise de décision, la participation et l'implication des travailleurs et du patronat dans le processus de prise de décision.
L'Alliance pour refonder la gouvernance en Afrique, elle tient la 4e séance de son forum multi-acteurs. Au menu des discussions, la gouvernance de la société civile en lien avec la veille et le contrôle citoyen de l'action publique. Sandrine Zougouli a été témoin ce matin de l'ouverture des travaux. Des acteurs des organisations de la société civile à l'école de la bonne gouvernance, considérés comme des acteurs incontournables dans la mise en œuvre des politiques publiques au niveau national et local, l'Alliance pour refonder la gouvernance en Afrique décide de renforcer les capacités de ces hommes et femmes des OSC. Autour d'une même table, ils consacrent leurs efforts à la gouvernance des OSC afin d'amener ces organisations à assumer pleinement leur mission dans la légitimité. Vous savez très bien qu'elles ont joué un très grand rôle dans les luttes démocratiques qui ont été faites dans nos pays. Elles jouent un rôle essentiel dans les politiques de développement qui sont menées dans nos différents pays. Et donc, il nous a semblé nécessaire, au regard quand même des difficultés que connaissent les organisations de la société civile, au regard des difficultés de leur positionnement par rapport aux autres acteurs, par rapport à l'État, par rapport aux bailleurs de fonds, par rapport aux citoyens qu'elles sont censées représenter, il nous a semblé nécessaire justement de porter cette réflexion pour pouvoir au moins, non pas être dans une attitude de moralisation ou dans une attitude de critique vis-à-vis des organisations de la société civile, mais plutôt pour être dans une approche constructive. Réunis dans le cadre de la 4e séance du forum multi-acteurs, ces OSC pourront relever les insuffisances de leurs actions afin de les corriger. L'intérêt pour nous, c'est que ça nous permet de jeter un regard direct sur notre propre action en termes d'impact. Il s'agit de voir ce qu'on a bien pu apporter comme contribution pour rendre plus claire la gouvernance, les politiques publiques, la transparence et toutes les questions qui sont liées effectivement à la gouvernance. Et l'autre, c'est surtout, et ce qui me plaît le plus, c'est le regard que les acteurs extérieurs ont bien pu jeter sur la société civile elle-même en termes de pratiques de bonne gouvernance à son propre sein. À cet atelier, le ministre d'État Siméon Sawadogo n'a pas manqué de réitérer l'intérêt que le gouvernement accorde au travail des organisations de la société civile, surtout dans la lutte contre l'insécurité et le terrorisme. Nous disons que le rôle des organisations de la société civile est très important. Sans leur rôle de veille, leur rôle de critique, donc qui attire l'attention du gouvernement sur la mise en œuvre des politiques publiques, il y a des erreurs qu'on allait continuer certainement à faire. Donc c'est très important que la société civile existe. Mais il est également important que la société civile se légitimise et qu'elle soit crédible pour les actions qu'elle entreprenne. Parce qu'elles interviennent souvent au nom de la population, mais également dans l'intérêt de la nation, parce qu'il faut aussi savoir. Donc au-delà de ce que les gens peuvent avoir comme jugement de valeur sur l'action gouvernementale, nous devons avoir un point de mire, donc la sauvegarde de ce pays, le développement du Burkina Faso qui est pour tout le monde. Le thème de l'atelier porte sur la gouvernance de la société civile en abordant les défis de leur crédibilité, de leur légitimité pour une veille citoyenne. Genre, développement, corruption et emploi, des aspects importants de la gouvernance en Afrique. Le docteur Basga Emile Diala s'est penché sur ces thèmes d'actualité au Burkina Faso. Son analyse et son décryptage sont contenus dans un ouvrage « Recherche et développement au Burkina Faso, le pan d'un parcours intellectuel au service de la recherche opérationnelle ». C'est le titre de l'œuvre rendue publique hier à Ouagadougou. Luc Pagwelkem. C'est un chercheur au soir de sa carrière qui décide de laisser une œuvre pour la postérité. Le docteur Basga Emile Diala va à la retraite en décembre 2019. 5 mois avant cette date, il sort une œuvre qui est la somme de près de 40 ans de recherche sur le développement du Burkina Faso. Cette œuvre, il l'a intitulée « Recherche et développement au Burkina Faso », le pan d'un parcours intellectuel au service de la recherche opérationnelle. Édité aux éditions Les Presses africaines en avril 2019 à Ouagadougou, son ouvrage compte 242 pages comprenant 10 chapitres. 10 chapitres mais structurés en 3 parties. Un premier axe de recherche portant sur l'importance de la prise en compte des savoirs locaux ou endogènes dans les programmes de développement du monde paysan. Un deuxième axe consacré au foncier et un troisième axe où l'auteur analyse et décrypte des thèmes d'actualité comme le genre et le développement, la corruption et l'emploi. Dans une logique scientifique, ces préoccupations de recherche
ont toutes eu pour terrain le monde rural, confronté à de multiples contraintes pour son développement. La thèse est en sociologie rurale. Il était donc logique scientifiquement que par la suite, ces publications et ces recherches portent sur le monde rural auquel il se soucie d'apporter des solutions. Alors, ce préalable campe d'emblée l'orientation de l'ouvrage que nous propose aujourd'hui Dr Diala. L'auteur Basga Émile Diala a été inspiré pour la réalisation de son œuvre par une histoire très simple. Il s'est rendu compte qu'à un pas de sa retraite, sa famille ne savait pas ce qu'il faisait comme recherche. Mais ta femme qui est intellectuelle, tes enfants qui étaient à l'école, personne ne sait sur quoi tu travailles. Donc je me suis dit, bon, si je fais une bonne sélection de ce sur quoi j'ai travaillé, un truc, bon, j'avais démarré avec 10 chapitres, après j'ai dit non, ça va être gros, 13, et j'ai laminé, je suis arrivé à 10 chapitres. J'ai dit, bon, ça tiendra en 200 pages, de l'introduction à la conclusion, sans les références. Il dit, ça doit se lire aisément, le style est assez à lettres, etc. Il dit, ça au moins, je peux remettre ça à ma femme. Elle peut dire, je comprends pourquoi je te parlais, et puis tu ne m'attendais pas, il y a au moins un papier. Alors donc, quand j'ai eu les premiers exemplaires, j'ai dédicacé à mon épouse, à mes 3 enfants, à mes gendres, et j'ai 2 petits-enfants, 2 ans et 3 ans. Je leur ai dédicacé ça quand même, en me disant, dans une quinzaine d'années, je ne serai certainement plus là, ils seront sur le campus. Ils seront sur le campus, et c'est en ce moment qu'ils vont lire ce petit document et puis se dire, ah, Papy Mauvais, il avait quand même fait quelque chose. Donc, vous voyez la satisfaction morale qu'il y a effectivement à faire un peu ce montage-là pour sortir un document. Sexagénaire, l'auteur a été ministre de la Jeunesse, de la Formation professionnelle et de l'Emploi de 2013 à 2014, directeur exécutif du CAPES de 2005 à 2012, expert sociologue au CAPES de 2002 à 2004. Il est titulaire d'un doctorat en sociologie rurale de l'Université de la science et de la technologie de l'État d'Iowa aux États-Unis. Ils sont tous 2 Français et en fin de mission au Burkina Faso, l'un comme ambassadeur de la France, l'autre comme celui de l'Union européenne. Après 3 années passées au Burkina Faso pour Xavier Lapère de Cabane et 4 ans pour Jean Lamy, les 2 diplomates ont été faits officiers de l'ordre de l'étalon par le chef de la diplomatie burkinabé. Une distinction qui n'a certainement pas la même symbolique pour les 2 quand on sait la polémique déclenchée par les propos de l'ambassadeur de France sur les ondes d'une radio de la place. Abdourazak Traoré, Kwame Hervé Dapa. Excellence, Monsieur Xavier Lapère de Cabane. Présent. Malgré la vive polémique déclenchée par ses propos tenus sur la radio Omega FM, quand vient l'heure de dire officiellement au revoir à l'ambassadeur de France, force reste au protocole. Xavier Lapère de Cabane est fait officier de l'ordre de l'étalon après 3 ans passés au Burkina. J'ai été très heureux de passer ces 3 ans avec vous et chez vous. Et je vous suis très reconnaissant, Monsieur le Ministre, de témoigner par la décoration que vous venez de me remettre que mon passage au Burkina ne vous a pas été trop désagréable non plus. Sauf peut-être vers la fin. Ne dit-on pas qu'elle vaut mieux que le commencement? Mais en bon diplomate, Xavier Lapère de Cabane va reconnaître son erreur sur ses propos jugés outrancieux par de nombreux Burkinabés. Il le fait avec la manière, écoutez-le, c'était au moment de dire merci à ceux qui l'ont aidé dans sa mission. Et je remercie également, comme vient de le faire Jean, ma femme, qui n'est malheureusement pas présente ici, et qui aurait pu effectivement parfois l'inciter à un petit peu plus de retenue. La retenue, c'est peut-être le secret pour bien commencer et bien finir. Une symphonie achevée, réussie par l'ambassadeur de l'Union européenne au Burkina Faso. Après 4 ans passés au Burkina, Jean Lamy est lui aussi fait officier de l'ordre de l'étalon. C'est lui qui est arrivé à Ouagadougou moins d'une semaine avant le coup d'État de septembre 2015. Se souvient ici d'un des moments forts de sa mission au Burkina Faso. C'était le 23 septembre 2015, quand le président Kafondo, à la tête de la transition rétablie, est entré dans la salle de Ouaga 2000, où toutes les composantes politiques et sociales de la nation étaient réunies, après plusieurs jours d'émotion et d'incertitude. Eh bien, toute la salle s'est levée comme un seul homme et a entonné spontanément l'hymne national. Ça a été un moment historique. Aux 2 diplomates, Alpha Bari dira merci pour leur collaboration pendant toutes ces années, tout en leur souhaitant le meilleur dans la suite de leur mission.
Les relations entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire sont au beau fixe. Les deux pays sont officiellement liés depuis 2008 par un traité d'amitié et de coopération et il est question désormais d'étendre cette collaboration au peuple burkinabé et ivoirien. C'est tout le sens des journées culturelles ivoiro-burkinabé prévues du 27 au 30 juillet dans le cadre du 8e sommet du TAC. Arsène Konditamde. Après cette édition, le traité d'amitié et de coopération ivoiro-burkinabé passe à un autre palier. Longtemps considéré comme un traité élitiste, le TAC se veut désormais un rendez-vous des peuples. Pour cette 8e édition, des journées culturelles sont au programme. 3 jours de manifestations pour rassembler les peuples autour des cultures ivoiriennes et burkinabé. Co-organisé par la République de Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, en marge de la rencontre au sommet du TAC. C'est-à-dire que dorénavant, en marge de chaque rencontre au sommet du traité d'amitié et de coopération, une part belle sera réservée aux journées culturelles et artistiques. Il faudrait que le TAC soit une affaire des populations, que les populations s'y impliquent, parce que les États, les gouvernements ont déjà fait un grand travail en signant les accords et les conventions. Il est temps que les bénéfices reviennent, n'est-ce pas, aux populations. Pour cette première édition des journées culturelles, des troupes traditionnelles du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire vont se produire au cours d'une nuit culturelle sur le site du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou. Il y aura une grande nuit culturelle ivoiro-burkinabé animée par des troupes traditionnelles des deux pays. Vous aurez 4 troupes traditionnelles du Burkina et 3 troupes traditionnelles de la République de Côte d'Ivoire. Donc ça aura lieu le 29, c'est au CIAO, plateau artistique du CIAO le 29, dans la soirée. Voilà, donc tout le monde y est invité, et surtout les populations. Nous tenons beaucoup à ce que ça soit une fête populaire, une fête à laquelle les populations se sentent et y croient. Au menu de ces festivités, des films ivoiriens et burkinabés seront en projection libre au Sénasa. Également, des expositions de produits artisanaux des pays sont prévues dans l'enceinte du CIAO. Le financement de cette activité devrait avoisiner 30 millions de francs CFA, pris en charge par le budget global de l'organisation de ce 8e TAC. Choisissez bien vos combats et ne vous trompez surtout pas d'adversaire, car la sentence divine est sans appel lorsque vous faites du mal à quelqu'un qui ne vous veut que du bien. Que le Tout-Puissant nous éclaire et nous guide toujours sur le droit chemin. Bon week-end sur BF1, à bientôt.